Et bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h30. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Vincent Capo-Canella. Bienvenue, vous êtes sénateur Union centriste de la Seine-Saint-Denis, membre de la Commission des Finances, questeur du Sénat. Vous allez réagir à différents sujets et notamment à cet accord européen sur un plan de relance commun, jugé historique par certains, un peu moins par d'autres. Vous nous direz de quel côté vous êtes ce soir. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie. Vous allez nous dire justement ce que contient ce texte. Alors parmi les chefs d'État, tout le monde se réjouit et on va voir si ensemble, si nous, on peut se réjouir ou pas. Et on essaiera de se réjouir avec vous si c'est possible. Jean Massier est également avec nous. Bienvenue Jean, à distance, fondateur d'Acropolis. Alors que le gouvernement n'est toujours pas au complet, vous allez nous parler de la fonction de secrétaire d'État, entre autres. Donc, parler de la fonction de secrétaire d'État et du véritable casse-tête qui est celui de Jean Castex. À tout à l'heure Jean. Sandra Cerquera est également avec nous. Bienvenue Sandra. Vous reviendrez sur la Convention citoyenne pour le climat que vous avez suivie depuis sa création. Votre 26 minutes sera d'ailleurs diffusée lundi prochain à 16h30. Oui, après 9 mois de réflexion, la Convention citoyenne n'a pas fini de travailler. Il s'agit maintenant de mettre en place leurs mesures. Et on entendra notamment une citoyenne, Corinne, très intéressante. Dans une demi-heure, notre match des idées, confrontation de point de vue ce soir entre Jean Arthuis et Éric Coquerel. On tâchera d'analyser dans le détail cet accord européen qui est censé nous aider à affronter la crise économique majeure à venir. Emmanuel Macron salue donc un jour historique. Depuis l'euro, nous n'avions pas connu une telle avancée, nous dit le président français, qui sera d'ailleurs l'invité du 20h de TF1 ce soir. La France insoumise, elle, dénonce de son côté une propagande et parle au contraire d'un échec. Pourquoi ? Que croire ? Au-delà de l'éventuel pas historique franchi par l'Europe, quel bénéfice pour les Français ? #LPL si vous souhaitez réagir ce soir sur Twitter. Mais d'abord, le Ségur de la santé, suite et fin. Olivier Véran a donc dévoilé le 2e volet du texte. Après les salaires, les réformes structurelles, cette fois il s'agissait d'améliorer le fonctionnement et l'organisation du système de soins. Le défi est-il relevé ? On vous demandera ce que vous en pensez dans un instant. Vincent Capo-Canella, d'abord les annonces, c'est avec Quentin Calmet. Une semaine après le volet sur les salaires, place aux mesures structurelles. Principale annonce ce matin avec ce 2e volet du Ségur de la santé. Le gouvernement débloque 50 millions d'euros pour créer de nouveaux lits d'hôpitaux en fonction des besoins et au fil des saisons. Nous allons engager chaque année des moyens financiers importants de manière à assurer l'ouverture ou la réouverture de 4000 lits hospitaliers que j'appelle des lits à la demande et que les établissements de santé seront à même d'ouvrir en fonction des besoins. Cette mesure phare des 4000 lits à la demande interroge les sénateurs. Il y a 3600 établissements sur le territoire national, ça fait un lit par établissement, si tout le monde demande. Donc j'aimerais savoir comment ces demandes seront faites, qui pourra les faire, dans quel sens seront donnés ces lits, pour quel type de service, etc. etc. Ah, vous avez des doutes et des questions, vous aussi, Vincent Capo-Canella ? Je crois d'abord que l'ancien gouvernement avait lancé ce Ségur. On a eu une partie revalorisation salariale. On vient sur le structurel. Tout n'est pas réglé. Mais je crois qu'on gagne toujours à concerter, à choisir la négociation. Il y a eu sur la partie salariale un accord majoritaire avec les organisations représentatives du personnel. Là, ça reste encore à construire. Mais je pense que la méthode est bonne et que trop longtemps, les questions d'organisation de l'hôpital n'avaient pas été posées. Voilà, j'ai quand même entendu qu'il y aurait une évaluation et qu'il y aurait d'autres mesures qui devraient être mises en place. Tout n'est pas réglé, mais c'est une étape. Mais ça veut dire que, si on vous entend bien, presque quoi qu'il en sorte, déjà, on a franchi un cap important dans ce qui est de la méthode, dans la façon de faire évoluer, et ça pourrait aller sur d'autres sujets que l'hôpital ? Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il ait fallu cette terrible crise du Covid pour qu'on en vienne là. On gagne toujours à dialoguer et lorsque, familialement ou personnellement, on était amené à fréquenter les urgences de l'hôpital, on voyait bien quand même que la situation était difficile, pas simplement dans les urgences, dans l'ensemble des services. Il était temps. Est-ce que c'est à la hauteur ? Là, j'ai un doute encore, mais je pense que la démarche est bonne et que c'est quand même substantiel. Vous vous interrogez sur le financement. Donc il y a 33 nouvelles mesures, comme le disait Quentin dans son sujet, dont une enveloppe de 50 millions d'euros pour créer 4000 lits à la demande dans les hôpitaux dès cet hiver. Vous vous demandez comment on va pouvoir financer tout cela ?
Bien évidemment, ce qui compte, c'est pas forcément les annonces, c'est la traduction budgétaire. On y viendra sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et ça sera l'heure de vérité à ce moment-là. Mais je pense que c'est plutôt un succès de la méthode, en tout cas. Voilà, on sera attentif, et je pense que la Commission des affaires sociales, son président vient de le dire à l'antenne, sera là pour qu'on pose les bonnes questions au bon moment et qu'on évite les effets où on peut recycler parfois des crédits. Il s'agit d'avoir des annonces concrètes. Chacun mesure qu'il faut maintenant éviter aussi une forme de centralisation hospitalière, qu'il faut revenir sur les territoires et qu'il faut remettre le soin au centre de tout. Éviter un certain nombre de lourdeurs. Et je pense qu'il n'y a pas que le budgétaire. Il y a des vraies questions d'organisation et permettre au personnel soignant d'être un petit peu plus libre peut-être de leur mouvement et moins dans une suradministration. C'est ça qui va compter. On va continuer, on va aborder d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour que j'ai annoncé en introduction. Vincent Capo-Canella, on continue, c'est l'heure du club. Marie Brémaud, c'est donc avec vous que nous commençons ce soir. On va revenir sur ce plan européen. Que faut-il en retenir ? On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Les deux visions sont possibles. Et en tout cas, à l'issue de ces 4 jours de négociations, et oui, on parle bien d'un sommet marathon, eh bien, tout le monde est content. Il suffit d'écouter les déclarations des chefs d'État et de gouvernement, à commencer par le Premier ministre espagnol. L'Europe a envoyé un message fort et énergique au monde et s'est déclarée prête à relever les défis mondiaux qui nous attendent. Aujourd'hui sera un jour mémorable parmi les chapitres les plus importants de l'histoire de l'Union européenne. Alors, surfons sur l'optimisme de Pedro Sánchez. Oui, le plan de relance européen, il est ambitieux. On parle tout de même de 750 milliards d'euros. Répartis de la sorte, 360 milliards d'euros disponibles en prêts remboursables par le pays demandeur et 390 milliards de subventions, 390 milliards d'euros évidemment de subventions. Et c'est là où, en effet, on peut parler de jours historiques ou mémorables pour l'Europe, car pour la première fois, eh bien, les États membres vont supporter une dette commune à rembourser donc par les 27, sachant que les pays les plus touchés par l'épidémie, comme l'Italie ou l'Espagne, en bénéficieront plus largement. Pour la France, eh bien, cette enveloppe, elle s'élève à 40 milliards d'euros. Donc si on s'arrête là-dessus, une dette commune, une solidarité européenne organisée, une enveloppe budgétaire conséquente, oui, on peut se dire que l'Europe a retenu les leçons des crises précédentes, celle de 2008 notamment, où là, c'était beaucoup plus chacun pour soi. Sauf que certains ne s'arrêtent pas tout à fait là-dessus. Là, on a vu la vision du verre à moitié plein. On peut aussi voir cet accord sous l'aspect du verre à moitié vide. Et oui, car pour parvenir à un accord, il faut un consensus. Il a donc fallu âprement négocier et lâcher du lest sur certains points non négligeables. Et d'abord, il faut dire que si le couple franco-allemand était ici à la manœuvre et soudé, eh bien cela ne suffit plus à emporter une dynamique globale et que les résistances, elles ont été nombreuses. D'abord du côté des pays frugaux, Danemark, Autriche, Suède et Pays-Bas en tête, qui, pour accepter l'idée d'un endettement supporté par tous, une dette commune, ont exigé certaines choses. Écoutez le Premier ministre des Pays-Bas. Nous avons dit, bien entendu, que nous voulons conserver les rabais et maintenir notre situation financière. Et nous avons réussi, heureusement. Mais nous voulions, en plus de ça, des réformes et garantir ces réformes. Et nous avons réussi dans une large mesure, et j'en suis heureux. Alors, concentrons-nous sur les rabais concédés. Les pays frugaux ont donc obtenu une baisse de leur participation au budget européen et c'est l'Autriche qui obtient le plus. Son rabais sur sa contribution totale au prochain budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027 s'élève à 565 millions d'euros, soit une hausse de 138%. Et le rabais pour les autres pays, Danemark, Suède et Pays-Bas, sont également conséquents. Donc à peine le Royaume-Uni quitte l'Union européenne et emmène avec lui les privilèges qu'il a obtenus, à savoir de moins contribuer au budget de l'Union européenne, qu'on répète les mêmes erreurs et qu'on crée donc de nouveaux régimes d'exception que l'Union européenne va subir pendant plusieurs années. À noter que la France va largement compenser ces rabais en mettant la main à la pâte ou plutôt au portefeuille. L'autre carence, elle concerne l'état de droit. On nous dit que les aides dans le cadre du plan de relance seront conditionnées au strict respect de l'état de droit. Et ça, oui, c'est une première. Le président Emmanuel Macron, il a même lâché durant les négociations. C'est simple, pas d'état de droit, 0 €. Dans son viseur, la Pologne et la Hongrie, deux pays aux dérives autoritaires depuis plusieurs années. Donc un mécanisme de sanction est en effet prévu, mais cela reste flou
pas sûr que cela soit efficace. Et si le président du Conseil européen, Charles Michel, lui, se félicite de ce mécanisme, eh bien, le Premier ministre hongrois, lui, il se félicite qu'il n'y en ait pas. Ça veut bien dire que c'est flou, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Vincent Capo-Canella, choisissez votre camp. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein concernant cet accord européen ? Tout le monde a un mot à la bouche qui est le mot historique. Oui. On verra. Je suis prudent là-dessus. Mais c'est une avancée forte, incontestable. C'est un succès. On a pensé que tout ça allait achoper. On a pensé qu'on se ferait sur un compromis vraiment par le bas. Je pense qu'il y a vraiment des éléments très beaux, très forts. Il y a une mutualisation de la dette. C'est un peu un tabou qui est brisé. C'est un élément de fédéralisme européen. Et on a besoin de réagir en européen tous ensemble. C'est une avancée. Et je m'en félicite. Voilà. Après... le loup est dans les détails, le diable est dans les détails, me direz-vous tout à l'heure, disiez-vous plutôt, et on va regarder tout ça, on va entendre aussi ce que le président de la République va nous dire, je pense très rapidement sur le sujet, mais il fallait que l'Europe réagisse et qu'on montre qu'il y avait une solidarité aussi avec les pays les plus touchés par le Covid. C'était pas simple, c'est une proposition franco-allemande, et ça je m'en réjouis, parce que ça veut dire que la France et l'Allemagne ont retrouvé le chemin d'une Europe qui soit pas une Europe qui baisse les bras. Et je crois que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et que diriez-vous de ce dont parlait Marie à l'instant, ces régimes un peu particuliers qui sont proposés et même conclus avec ces pays dits frugaux? Est-ce que c'est vrai, Marie le disait, le Royaume-Uni s'en va avec un peu des privilèges historiques que le Royaume-Uni a toujours eu au sein de cette Union européenne. Et là, on a tout d'un coup des pays qui demandent la même chose et qui ont eux aussi des régimes un peu particuliers. Vous trouvez que l'esprit est le bon ? Je pense qu'on ne peut pas ramener les pays frugaux à la notion d'État où l'État de droit ne serait pas la même chose que chez nous. Quand on parle de nos amis hollandais, par exemple, on n'a pas de leçon à leur donner sur ce plan-là. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Pour autant, quand on fait un accord, il faut des concessions réciproques. Le volume des aides, le volume des financements est important. Le principe d'une mutualisation des dettes est quelque chose de majeur. La volonté d'avoir une réaction commune face à la crise qui va être terrible, parce que la crise, c'est une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise économique, sociale. Et donc ça, c'est très positif, c'est ce que je retiens d'abord. Voilà. Après, sur le rabais, il y a un certain nombre d'États qui ont joué de cette règle de l'unanimité qui nous fait problème. Moi, je suis plutôt favorable à une majorité qualifiée demain pour éviter ce genre de chantage qui est effectivement déplorable. Vous avez vu C'était le prix pour y arriver. Je retiens surtout l'Europe en mouvement qui fait face aux difficultés de nos concitoyens. Je ne sais pas si vous avez entendu la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui lui est très très remonté et qui parle même de propagande de la part du gouvernement, ou d'Emmanuel Macron qui parle de pas historique. Je cite juste son tweet qu'il a très vite publié. Macron a tout cédé, des rabais de cotisations aux pays radins, des contrôles de dépenses, la baisse du montant de plan de relance, etc. Bérésina, au secours, la propagande. Oui, M. Mélenchon nous a habitués aux excès. Je pense qu'il ne changera pas. Voilà, donc d'un tweet à l'autre, on pourrait reproduire le même commentaire à chaque fois. Quand il dit qu'il y a peut-être un tout petit peu moins, il y a un tout petit peu moins par rapport à l'annonce initiale. Mais par rapport à la situation en T, c'est un effort colossal. Après, il faudra bien l'utiliser, il faudra cibler tout ça. Et il y a tout un travail, là aussi, de mise en œuvre qui va devoir se faire jour. Voilà. Après, la vraie question, c'est l'Europe face au monde, comment elle se comporte. Est-ce qu'elle pourra vivre de crise en crise comme ça? Je ne pense pas. Et pour ce qui est de la France en particulier, 40 milliards d'euros annoncés par Bruno Le Maire ce matin, donc à destination de la France, ça vous semble un montant à la hauteur de notre participation et de ce qu'on est, de ce qu'on vit, de la crise qu'on va vivre? Oui, la France a besoin d'un plan de relance. Excusez-moi. Et je pense que dans ce cadre-là, cet effort est positif. Et on va peut-être vous apporter un verre d'eau pendant qu'on passe à la chronique. Et je précise juste pour conclure, et le sénateur que vous êtes, il serait attentif que ça doit être ratifié par le Parlement européen. Cet accord-là doit être quand même validé par le Parlement européen. Donc c'est pas tout à fait fini, vous avez raison, vous parliez de prudence, on suivra cela de près. Jean Massier, fondateur d'Acropolis, on va continuer avec vous, on revient avec vous sur ce gouvernement. Je rappelle qu'on attend toujours la nomination des secrétaires d'État, et eux aussi attendent très certainement, ils sont très près de leur téléphone. Et oui, Rebecca, ça n'aura échappé à personne. On a un nouveau gouvernement, ça fait 2 semaines, tout le monde en a parlé. Jean Castex, Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot, Barbara Pompili. Les têtes d'affiche, on les connaît. Ceux qu'on connaît moins, ce sont les secrétaires d'État. Et pour cause, ils ne sont toujours pas désignés. Ça fait 2 semaines qu'on attend. Le casting gouvernemental n'est pas au complet et Matignon nous a promis que la liste serait dévoilée avant le prochain Conseil des ministres qui a lieu
demain matin. Donc normalement, on devrait avoir dans les heures qui viennent une liste de noms qui devrait apparaître. Alors combien il y en aura des secrétaires d'État? Là aussi, le mystère plane. Le gouvernement Castex se veut être un gouvernement de combat, mais ce ne sera pas une équipe resserrée. On a déjà 31 ministres et ministres délégués qui ont été désignés il y a 2 semaines, avec des cabinets qui eux aussi ont été élargis à jusqu'à 15 membres par cabinet. Ça change et ça tranche pas mal avec la cure de minceur qui avait été imposée par Édouard Philippe jusqu'à présent. Du coup, pour les secrétaires d'État, tout le monde s'impatiente, les commentateurs politiques et surtout les personnes pressenties pour entrer au gouvernement. Il y a quand même pas mal de sujets qui sont attendus, le numérique, le handicap, et avec ces sujets-là, il y a aussi tout un ensemble d'acteurs, de filières publiques et privées qui attendent, elles aussi, qui sont orphelines et qui aimeraient savoir qui va s'occuper d'elles. Rappelez-nous peut-être à quoi sert un secrétariat d'État, Jean? Alors, les secrétaires d'État, ils sont moins visibles que leurs ministres de tutelle et pourtant ils jouent un rôle assez important au sein de la machine gouvernementale. Je rappelle qu'un gouvernement a une organisation hiérarchique assez bien établie. On a le Premier ministre, le chef du gouvernement, on a les ministres d'État, les ministres délégués et les secrétaires d'État. Ces derniers, donc les secrétaires d'État, sont rattachés à un ministre du tutelle et ils prennent en charge un ou plusieurs dossiers précis. Par exemple, le tourisme auprès du commerce extérieur, le numérique au sein de l'économie, les anciens combattants au sein de la défense, etc., etc. À noter, chose importante, un secrétaire d'État ne siège pas au Conseil des ministres le mercredi matin. Il n'y est invité que si son sujet, son dossier est à l'ordre du jour du Conseil des ministres. À cette machinerie bien huilée de la hiérarchie gouvernementale, il y a 2 bizarreries qui viennent s'ajouter. Il y a d'abord les hauts commissaires. Les hauts commissaires, c'est quelqu'un qui n'a pas de portefeuille à proprement parler, mais qui a une mission précise. Nicolas Sarkozy avait confié à Martin Hirsch, en 2007-2008, le soin de créer le RSA, puis le service civique. Et c'est pour ça qu'il avait nommé cette personnalité issue de la société civile, plutôt marquée à gauche, au sein du gouvernement. Il faut savoir qu'un haut commissaire n'est pas nécessairement tenu à la solidarité gouvernementale avec les autres membres du gouvernement, ce qui est donc assez pratique. C'est exactement ce qu'avait fait Emmanuel Macron également avec Jean-Paul Delevoye, qu'il avait nommé au siège de haut commissaire chargé de la réforme des retraites. La deuxième bizarrerie, ce sont les secrétaires d'État sans attribution particulière. Ça, ce sont des sortes d'adjoints au ministre, qui avait été promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Il promettait ainsi d'avoir un peu plus de souplesse au sein du gouvernement. Il y en avait 7 en 2017, des secrétaires d'État sans attribution particulière, et c'était des rôles qui étaient assez flous et trop flous. Ça avait plutôt semé une certaine pagaille. Certains secrétaires d'État comme ça avaient pris en main des dossiers pour exister un peu. On pense notamment à Gabriel Attal avec le service national universel, et d'autres sont restés totalement anonymes, ne sachant pas très bien quoi faire, et ils n'ont jamais réussi à s'être démarqué. Je ne pense pas que cette expérience va être reconduite pour les secrétaires d'État, mais on verra, on peut toujours être surpris. Et c'est justement en fait dans ces subtilités que se trouve l'explication de la longue attente. En fait, pourquoi est-ce qu'on attend depuis 2 semaines? En plus du calcul politique qui mène à la nomination d'un gouvernement, il faut aussi jauger un organigramme qui est assez subtil. Quel profil on nomme à quel ministère et pour faire quoi? C'est ça vraiment la difficulté de la nomination des secrétaires d'État. Chacun négocie, les secrétaires d'État évidemment veulent avoir des attributions claires, ils veulent avoir si possible un budget conséquent avec beaucoup de missions et si possible aussi avoir un petit bout d'administration à diriger. Les ministres quant à eux, ne veulent pas forcément avoir des secrétaires d'État qui leur traînent dans les pattes et qui leur piquent des dossiers intéressants. Les difficultés en fait sont assez nombreuses. On peut avoir des secrétaires d'État qui sont un peu trop ambitieux et qui risquent de faire de l'ombre à leur ministre du tutelle. On peut avoir un ministre qui aurait trop de secrétaires d'État qui serait trop imposant, trop puissant au sein du gouvernement. On risque aussi d'avoir un secrétaire d'État un peu trop isolé qui ne servirait pas à grand-chose. Voilà, maintenant que je vous ai dit tout ça et que tout ça est bien complet, je vais proposer aux téléspectateurs de Public Sénat un petit jeu pour l'été à jouer à l'heure de l'apéro. Ça s'appelle le Castex de l'été. En fait, c'est assez simple. Première étape, vous essayez de composer un organigramme d'intitulé ministériel parfait. Vous imaginez votre gouvernement parfait avec ses ministères de tutelle, ses différents dossiers, ses attributions, etc. Deuxième étape, vous essayez d'y mettre des noms. Vous essayez de faire votre casting, mais attention, vous ne pouvez pas faire n'importe comment, c'est assez difficile. Vous devez d'abord respecter la parité entre les hommes et les femmes. Vous devez être assez habile politiquement, puisque vous devez essayer de représenter les différentes tendances et sensibilités au sein de votre propre majorité. Ensuite, vous devez trouver des profils qui ont une appétence et une compétence particulière pour chacun des dossiers sur lesquels vous allez les nommer. Vous pouvez évidemment récompenser quelques fidèles avec un Marocain, mais vous devez aussi
pensez au fait que l'Élysée va vous imposer quelques noms, auxquels vous serez obligé d'accepter. Ensuite, vous devez trouver un équilibre territorial. Vous ne pouvez pas avoir que des Parisiens au sein de votre gouvernement. Allez, pour vous aider, vous avez aussi le droit d'avoir quelques personnalités de la société civile. C'est toujours un peu plus facile à faire entrer dans un gouvernement. La troisième et la dernière étape, c'est peut-être la plus difficile. Vous devez appeler toutes ces personnes-là et leur proposer le job. Et là, vous allez voir aussi que c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui acceptent tout de suite, il y a ceux qui refusent tout de suite et il y a ceux qui négocient, qui essayent de discuter un peu le bout de gras, etc. Voilà, ça c'est le casse-texte de l'été. Je vous souhaite bon courage et bon été. Et on va pas s'y essayer tout de suite Ça sur ce donne pas envie plateau. de se lancer. Vincent Capo-Canellas, quand même en un mot, vous attendez quelque chose de ces nominations au secrétariat d'État? Vous attendez un rééquilibrage politique? Vous attendez un portefeuille particulier? Le chef du gouvernement a choisi avec le président ce phasage qui est un peu particulier. On va regarder les résultats maintenant. Voilà. Alors après, il y a un certain nombre de postes quand même qui mériteraient une attribution. Je pense aux affaires européennes, on en parlait il y a quelques secondes. Je pense à la famille. Voilà. Il y a le secteur du tourisme qui est en grande difficulté aujourd'hui. Que ces secteurs-là aient un interlocuteur gouvernemental qui porte ces politiques, ça me paraît répondre à une attente. Voilà. Alors après, je pense qu'il y a eu les circonstances aussi. Il y avait une part de malice, puisque le vote à l'Assemblée nationale sur la confiance s'est déroulé sans que chacun ne sache. Mais je pense qu'il faudra peut-être qu'un jour ou l'autre, ça se termine. On parle aussi d'un haut commissariat au plan. A priori, ce serait François Bayrou qui en serait à la tête. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Alors, je n'ai pas d'informations particulières sur le sujet. En tout cas, si ça se fait, vous pensez que c'est une bonne idée? Je pense que se dire qu'au-delà de ce qui fait celle de l'actualité, c'est-à-dire toujours l'immédiat, on a une vision un peu plus de long terme, pourquoi pas. Après, il faut voir comment c'est mis en œuvre quand même. Et on verra ça évidemment dans les heures qui viennent normalement, puisque les secrétariats d'État devraient être annoncés dans les heures qui viennent. Sandra Cerquera, on va terminer avec vous. Vous venez nous présenter le documentaire que vous avez réalisé après avoir suivi pendant plusieurs mois la Convention citoyenne pour le climat. Il sera diffusé lundi prochain à 16h30 sur Public Sénat. Ce qui est intéressant au-delà du fond, c'est l'exercice de démocratie participative qui est inédit en France. Oui, ça a été une première en France parce que plus qu'un exercice de démocratie participative, il s'agissait là d'un exercice de démocratie délibérative avec 150 citoyens tirés au sort chargés d'élaborer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, nous avons suivi l'exercice de près à travers l'expérience de 3 citoyens pour voir comment ils s'étaient impliqués, voir comment ils avaient vécu cette participation à cette assemblée citoyenne et tenter de comprendre en quoi cet exercice préfigurait une nouvelle forme de démocratie. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que vont devenir ces mesures, mais une chose est sûre, pour les citoyens qui y ont participé, ça a été une expérience marquante, ça a parfois changé leur point de vue sur la politique. Par exemple, Corinne, l'une des citoyennes que l'on a suivies, elle dit avoir pris conscience d'une chose, que le bulletin de vote ne suffisait plus pour faire entendre sa voix. Elle a accepté de siéger au conseil municipal de son village suite à la proposition de son maire pour apporter son expertise qu'elle a obtenue donc en participant à cette convention. Et pour elle, s'engager en politique sans avoir été élue, c'est une façon de garder sa liberté d'expression. On écoute Corinne. Et c'est le tirage au sort a fait que ça a tout changé pour moi, puisque c'est vrai qu'au départ, écologiste est un terme que j'aime pas beaucoup en définitive, parce que l'étiquette écologiste, je trouve que ça colle trop à un parti politique, et pour moi, l'écologie n'a pas de parti politique. Ma sensibilisation, ce que j'ai vécu, oui, c'est la mettre à profit pour sensibiliser les autres personnes. Alors, Monsieur Capo-Canellas, la Convention n'a pas vraiment fait l'unanimité. Rappelez-vous, Philippe Bas, le président de la Commission des lois, a dit que le tirage au sort était la négation même de la démocratie. Pourtant, d'accord ou pas, les parlementaires vont devoir travailler avec ces citoyens, parce qu'il va y avoir tout un travail de suivi de ces mesures. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Bas et comment vous voyez ce travail de suivi, justement? Moi, je préfère très clairement l'élection. Je préfère la démocratie au tirage au sort. Voilà. Maintenant, on nous a beaucoup dit, et il faut le mesurer, que le système politique paraissait coupé. Et ça peut être une façon d'oxygéner les choses. Pour autant, j'ai envie de dire qu'il faut y aller avec prudence, que la démocratie, c'est d'abord l'élection. C'est là qu'on fait les grands choix. C'est là que chacun peut se présenter avec une ligne politique. Et ensuite, on vient rendre compte, on se représente aux élections, on est réélu ou pas. Et les choses sont claires. Et c'est encore la meilleure façon de vivre en démocratie. Alors, là-dessus, ces propositions doivent être regardées. Moi, ce que je crains simplement, c'est l'influence des experts. C'est que on dit les Français tirés au sort, on fait des propositions. Ils l'ont fait sur la base aussi de propositions qui leur ont été livrées. Voilà, donc c'est utile. Ça permet sans doute de renouveler. Il faudra en tirer les leçons le moment venu. Et puis on va regarder ce qui est sorti. Sincèrement, beaucoup d'idées dans
un peu plein de directions. Moi, j'ai envie de dire que 5 ou 6 projets peuvent se regarder. Après, là, on est dans une profusion qui me paraît pas pouvoir être mise en œuvre telle qu'elle. 146 mesures sur 149, on le rappelle. Et alors, Sandra, c'est hier que les membres de cette convention ont été reçus à Matignon pour justement mettre en place un calendrier. Oui, la convention entre maintenant dans sa phase concrète, et hier le Premier ministre Jean Castex l'a dit, on va passer maintenant des propositions à l'action. Donc le lundi 27 juillet devra se tenir un conseil de défense écologique qui réunira autour du chef de l'État plusieurs ministres, et il devrait permettre de présenter les premières propositions qui seront intégrées dans la réglementation, donc toutes les mesures qui passeront par voie réglementaire. 2 jours plus tard, le 29 juillet, ce sera le début des échanges, donc autour de Barbara Pompili, avec la mise en place des groupes de travail entre les citoyens de la Convention, les parlementaires, les élus locaux, des ONG et les partenaires sociaux, pour permettre de suivre les différentes voies qu'emprunteront les propositions. 3 réunions devraient avoir lieu, et la ministre de l'écologie a assuré que l'objectif était que toutes les mesures trouvent un débouché. On écoute la ministre. On a 149 mesures qui ont été proposées, 146 retenues, et maintenant tout le travail, ça va être un travail d'élaboration sur les différents types de mesures, puisqu'il y en a qui sont d'ordre réglementaire, donc sur lesquelles on va déjà faire quelques annonces la semaine prochaine. Après, on l'a vu avec eux-mêmes, il y a certaines mesures qui doivent être précisées, qui doivent être parfois retravaillées un peu, parce qu'en termes d'application, on peut avoir des difficultés concrètes. Et tout ce travail qui sera réalisé cet été devrait permettre la présentation d'un projet de loi, donc en septembre ou en octobre, pour un examen au Parlement début 2021. Mais attention, pour les 550 membres de la Convention, pas question de co-rédiger un projet de loi. Ils tiennent à marquer leur indépendance. Et il ne s'agit pas de négocier, de valider ou d'invalider. Ils souhaitent que l'exécutif et les parlementaires prennent leurs responsabilités. Cyril Dion, l'un des garants de la Convention citoyenne, a affirmé hier à l'issue de la réunion qu'il y avait bien eu des garanties qu'un processus de travail se mettait en place, mais il a pris la peine de rappeler que le Grenelle de l'environnement avait fait beaucoup de bruit à l'époque, avec beaucoup d'annonces, et que finalement il y avait eu peu de résultats, que l'idée, ce n'était pas de repartir sur un processus similaire, donc une sorte d'avertissement pour dire que les travaux de la Convention ne connaissent pas le même sort. Oui, évidemment, ne fasse pas pchit. Je voudrais ajouter cette réaction de Grégoire Frati, Vincent Capo-Canella, c'est le coprésident de l'association Les 150, qui représente donc aussi les membres de la Convention, et il nous dit ceci: c'est un devoir de responsabilité d'accompagner nos mesures. On ne veut pas qu'elles soient dévoyées, dénaturées, approprié par certains et par d'autres. Il y aura donc un passage par le Parlement de ce projet de loi. Comment leur garantir à ces citoyens qui se sont beaucoup investis, qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie, après ce passage au Sénat, par exemple, que certaines des mesures ne soient pas transformées et totalement réécrites? Comment les rassurer? Je pense d'abord qu'entre une proposition en quelques lignes, une idée générale et un texte de loi, il y a tout un chemin. Il faut penser à des détails juridiques, il faut penser à la mise en œuvre. Et donc nous, quand nous votons, nous essayons de faire que la loi soit intelligible, qu'elle puisse s'appliquer et qu'on ait mesuré les conséquences. Donc, il y a un énorme travail à faire sur cette base-là. Pour moi, la Convention fournit des idées, fait avancer des propositions, et après, le travail législatif va commencer. On va regarder déjà ce que nous propose le gouvernement, en mode de travail concret, par rapport à tout ça. Après, la légitimité, elle vient pour moi plus facilement de l'élection que du tirage au sort quand même. Bon, je pense qu'il n'y a pas à dire à l'avance que le Parlement pourrait trahir une intention qui émane de personnes qui ont été tirées au sort. Voilà, donc tout ceci doit être remis quand même en perspective. Et il faudra que le gouvernement précise ce qu'il veut retenir, comment il se propose, lui, de le décliner, et ensuite le travail parlementaire classique aura lieu. Voilà, les choses ne doivent pas être opposées. C'est-à-dire que vous sentez quelque part que ce système de convention citoyenne court-circuite le travail du Parlement et peut-être court-circuite votre expertise à vous, qui est justement de proposer des lois, de les écrire bien pour qu'elles soient applicables? Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il y a une place pour la démocratie directe. Mais que affaiblir le Parlement, c'est affaiblir la démocratie globalement, et que ça serait annonciateur de risques pour demain. Voilà, donc je prends la proposition telle qu'elle vient, et je dis au gouvernement, il faut regarder maintenant comment on peut mettre ça en œuvre, mais les parlementaires feront des choix, et ils ne sont pas liés par avance, il n'y a pas de mandat impératif. Une convention citoyenne affaiblit le Parlement pour vous? Une convention citoyenne
est un mécanisme qui ne relève pas de la démocratie parlementaire, mais ça peut être une source d'idées, une source d'incitation. Voilà. Mais les parlementaires ont toute leur liberté et c'est leur rôle. Une source d'inspiration citoyenne. Donc merci infiniment en tout cas Merci. Vincent Canella d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Merci à nos 3 chroniqueurs et chroniqueuses de nous avoir accompagnés, d'avoir fait partie de ce club. On se retrouve dans une seconde pour la suite d'ALPL. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le sommaire de l'émission. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur le vote définitif au Parlement de la loi sur les violences conjugales. Les sénateurs ont entériné la proposition de loi qui vise à mieux protéger les victimes et notamment l'exception au secret médical. C'est le 2e texte sur le sujet voté en quelques